pouvoir a condamné Damana Picasse, quoi Justin. Mais quand j'ai lu la condamnation, j'ai ri et j'ai pleuré. Voilà des camarades dont on a cherché partout quelles sont les raisons qui justifient leur condamnation, on n'en a pas trouvé. Mais la condamnation dit que quoi Justin, comme toi tu es à Korogo, on ne veut te voir qu'à Korogo. Et comme tu es né à Abidjan, on ne veut te voir qu'à Abidjan. Tu ne dois pas aller ailleurs. Or, entre Korogo et Abidjan, il y a 600 km. Ça veut dire que même s'il est un moine à 7, même s'il est en carême, quand même, s'il prend la voiture à Korogo et que 18 arrive à Yamoussoukro, il faut qu'il sorte au moins pour couper le carême. Mais on dit qu'on ne veut le voir nulle part. Ça veut dire qu'il ne peut même plus se faire voir, même sur la route, descendre pour couper son carême, pour couper son jeûne, ou bien même pour chercher à manger en route. Voilà l'absurdité de cette condamnation. Même s'il a envie de faire pipi, il ne peut pas. Voilà l'absurdité de cette condamnation. C'est la même chose que Picasse. On dit on ne le voit qu'à Fresco ou à Abidjan. Voilà les condamnations qui frappent nos camarades. Mais avant eux, il y a eu le ministre Dosso, Charles, qui a été, lui, arrêté et emprisonné parce qu'il a demandé à ce que la vie chère qui frappe tous les Ivoiriens, là, on cherche des solutions pour que cette vie chère-là baisse et que nos populations puissent vivre avec le peu de moyens qu'il leur reste. Il a été arrêté, emprisonné. C'est comme le camarade Gala Kolebi, un de nos vaillants combattants, il a été arrêté, emprisonné. Mais avant cela, il y a eu beaucoup de nos camarades, soit des militaires, soit des civils, depuis 2011, qu'on arrête, qu'on emprisonne, tout simplement parce qu'ils ne sont pas du parti au pouvoir. Et ce qu'on reproche à ceux qu'on arrête et qu'on emprisonne, on peut reprocher par milliers parmi ceux qui sont au pouvoir. Mais eux, comme ils sont au pouvoir, eh bien, ils ne sont pas poursuivis, ils ne sont pas inquiétés. Même quand ils prennent des machettes pour couper la tête et pour tuer nos camarades lors des manifestations, ils ne sont pas poursuivis, ils ne sont pas arrêtés. Même quand ils coupent la tête pour jouer au football, eh bien ceux-là, ils ne sont pas poursuivis, ils ne sont pas arrêtés. Voilà la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. C'est une Côte d'Ivoire où notre État, l'État de Côte d'Ivoire, qui depuis l'indépendance en 60, a été construit pour servir tous les Ivoiriens, aujourd'hui est utilisé pour servir un parti et son clan. Et les autres, si vous n'êtes pas avec eux, eh bien, vous n'êtes plus considérés comme des citoyens ayant des droits. Voilà la situation malheureuse que nous vivons. On ne peut pas continuer cette injustice. C'est pour ça en 2025, il faut que ceux-là partent et que l'État revienne aux Ivoiriens et que l'État soit au service de tous les Ivoiriens et de tous les résidents de notre nation. Voilà un peu notre mission première pour restaurer la liberté, pour restaurer la justice. Ce combat-là, nous devons le gagner pour ne plus qu'on continue à être sacrifié au nom d'un pouvoir qui ignore une partie de sa population. Mais comme vous savez, ils arrêtent les gens, ils les emprisonnent. Et même lorsque ils sentent que vous pouvez les vaincre et les battre à une élection, on vous enlève tout simplement le droit de vote. Comme vous savez aujourd'hui, notre grand combattant, celui-là même qui s'est battu pour que ceux qui sont là aient la liberté de créer leur parti, celui-là
n'est plus électeur, il n'est plus éligible par ceux-là même qu'il a fait des partis politiques en Côte d'Ivoire, qui a fait que eux, ils ont pu créer des partis politiques, qui a fait que eux, ils ont pu avoir des candidats et qui a fait que eux, aujourd'hui, ils sont à la tête de l'État. Sa récompense, c'est qu'on lui enlève le droit de voter en Côte d'Ivoire et donc même le droit de se présenter comme candidat à la République de Côte d'Ivoire. Ça, les Ivoiriens ne peuvent pas accepter ça. Mais comme nous ne sommes pas... Parce que Laurent Gbagbo, ce qu'il nous a appris, c'est qu'on peut gagner une bataille par la force de la pensée, la force du dialogue. Et donc, chers parents, le monde est en train de changer. Et je peux dire que Laurent Gbagbo, les idées qu'il a sémées dans ce pays-là, contribuent à faire changer ce monde-là. Et nous qui l'avons côtoyé, nous qui avions tout appris de lui, qui a façonné, qui ont eu leur esprit façonné par sa pensée, aujourd'hui on a la chance que le monde entier, ou du moins ceux qui veulent changer ce monde-là, eh bien nous ont fait appel pour qu'on les aide à changer le monde et qu'on les aide à changer l'Afrique. Et donc, par un jeu de hasard, je me suis retrouvé en Guinée. Je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Je me suis retrouvé en Angola. Je me suis retrouvé au Rwanda, au Cameroun. Et lorsque j'étais en Guinée, je me suis retrouvé à Moscou. Et c'est à Moscou qu'on m'a informé que Alpha Condé, qui est le président de la Guinée, que je conseillais sur les grands travaux de Guinée, et qui m'avait envoyé en mission à Moscou pour un grand projet en Guinée, eh bien, il est tombé du pouvoir. Et les Russes m'ont dit, comme tu ne peux plus retourner, ce que tu es en train de faire pour la Guinée, il faut que tu le fasses pour tout le continent africain. Donc travaille avec nous pour qu'on puisse changer l'Afrique. Et donc par un concours de l'histoire, je me suis retrouvé au cœur du changement du monde. Et bien tout ceci grâce à ce que j'ai appris de Laurent Gbagbo, grâce à ce qu'il nous a enseigné qu'il faut que ce monde-là change. Parce que la Côte d'Ivoire a eu l'indépendance politique en 1960 par le combat du peuple de Côte d'Ivoire. Mais l'indépendance politique n'est pas l'indépendance économique. Parce que même le cacao qu'on produit, eh bien, lorsque ça sort de notre plantation, entre la plantation et ceux qui achètent le cacao en Europe, il y a encore des intermédiaires qui gagnent plus que ceux qui ont produit le cacao. Aujourd'hui, le cacao coûte plus de 6 000 francs le kilo, là où on achète. On paye ça à 1 800 francs le kilo aux paysans, aux planteurs, aux producteurs. Ça veut dire que toute la différence là, c'est ceux qui n'ont jamais mis pied dans une plantation qui prennent toute la différence. Ils ne savent pas comment on cultive le cacao, ils ne savent pas comment on entretient le cacao, ils ne savent pas comment pendant une année des paysans souffrent dans la brousse. Il n'y a même pas de route pour transporter ces produits pour aller en ville. Ils se débrouillent pour sortir ces produits-là. Et c'est d'autres qui prennent pour aller vendre dans des bateaux et aller vendre ça à 6 000 francs. Et puis on leur donne ceux qui ont produit 1 800. Ça,
ce n'est plus possible lorsque Laurent Gbagbo va revenir au pouvoir. Pourquoi? Parce que quand nos mamans cultivent leurs aubergines, ils connaissent où se trouve le marché. Ils vont au marché, ils vendent. Si c'est 100 francs, eh bien, on ne va pas dire, comme tu ne connais pas le marché, prends 50, nous on va prendre 50. Non, elle prend ses 100 francs. Mais le marché du cacao maintenant, ce n'est même plus loin, c'est sur nos portables. On sait, en lisant nos portables, quels sont ceux qui achètent le cacao et à quel prix ils veulent l'acheter. Donc on n'a plus besoin d'intermédiaires. Nous tous, on sait où se trouvent les acheteurs de cacao. Donc demain, nos parents doivent vendre directement leur cacao sur le marché, quitte à payer le magasinage, le sachet, le transport, jusqu'à les vendre là où ils doivent vendre pour avoir la totalité du prix et du fruit de leur travail. L'État n'a pour seul rôle que de les accompagner pour garantir la sécurité de ces marchandises, pour garantir la qualité de ces marchandises et pour assurer la traçabilité de ces marchandises-là. Voilà ce que l'État doit faire pour accompagner. Mais en plus, l'État doit aider véritablement à faire les routes. Et le paysan, moi j'ai traversé toute la région, je n'ai pas vu une seule usine de transformation du cacao en beurre de cacao, en poudre de cacao. Ce n'est pas normal. Parce qu'une usine, ça ne coûte rien du tout. Vraiment rien du tout. Et on est endetté à près de 30 000 milliards, mais on est capable, sur les 30 000 milliards, de prendre même 100 milliards pour construire une usine qui va transformer 100 tonnes en chocolat. Parce que c'est à ça que, c'est à ce prix-là que ça coûte une usine. C'est rien du tout. On pouvait même construire plusieurs usines avec toute la dette qu'on a mobilisée. Mais rien du tout. Et donc, nous devons demain transformer sur place tout ce que nous produisons. Mais ce n'est pas facile, hein? Parce que les Européens, si le cacao n'arrive pas là-bas, ils vont former leur usine de chocolat. Et beaucoup seront au chômage. Et donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi on pense que c'est facile et on se demande pourquoi les autres ne font pas. Mais quand tu as été installé par ceux qui ont besoin du cacao pour faire tourner leur usine, tu ne peux plus dire je ne vais pas vous vendre mon cacao et que je vais transformer sur place. Le lendemain, on va venir t'enlever. Voilà pourquoi on ne peut pas construire des usines malgré toutes les dettes que nous empruntons. Parce que leur devoir, leur mission, c'est de transporter ces fèves-là en Europe pour que les usines européennes tournent et que les Européens aient du travail et que les Africains soient au chômage. Voilà un peu la logique économique dans laquelle nous vivons. Et c'est la même chose pour tout ce que nous avons, que ce soit l'EVA, que ce soit le palmier à huile, que ce soit la banane, que ce soit l'ananas, les mangues, etc. Ils ont déjà des usines là-bas. Ils ne veulent pas que les Africains les concurrencent sur le terrain sur lequel ils sont forts. Voilà pourquoi ils s'arrangent toujours pour que ceux qui dirigent nos pays soient ceux-là même que eux-mêmes ils ont choisi et qu'ils installent pour qu'ils fassent leur politique. Avec Gbagbo, ça ne marche pas comme ça. Gbagbo veut changer le monde pour que ce que nous avons comme richesse, eh bien nous les transformons nous-mêmes. Et c'est ce que veut la Russie, c'est ce que veut le Brésil, c'est ce que veulent toutes les puissances qui émergent aujourd'hui, qui veulent que l'Afrique puisse se relever et être des partenaires d'égal à égal avec eux, pour qu'ils puissent faire du business. Voilà la politique des pays émergents, et c'est cette politique-là qui est en train de transformer le monde. Et donc le monde qui vient, on peut dire que c'est le monde, c'est le temps de l'Afrique.
le monde qui vient, c'est ce temps-là qui est arrivé de telle sorte que tous nos enfants qu'on envoyait à l'école, qui ne trouvent plus du travail parce que les usines ne sont pas en Côte d'Ivoire, ne sont pas en Afrique, qui sont obligés de prendre la mer pour aller en Europe, eh bien, le temps est venu pour qu'ils ne souffrent plus et que les usines soient en Côte d'Ivoire, en Afrique, et que nos enfants qui sortent de l'école puissent trouver un emploi. Et que le prix du cacao, on parle maintenant du prix du chocolat. Or, vous savez, entre le cacao et le chocolat, si on paye le cacao à 6 000 le kilo, sachez que le chocolat peut se vendre à 60 000, voire 100 000 francs le kilo. Donc, voyez un peu la différence lorsque on va passer du cacao au chocolat. Or, ça, ce n'est pas un miracle. Faire du chocolat, c'est comme nos mamans qui font la sauce à partir de l'aubergine, de la tomate, de la graine, c'est tout. C'est la même manière de faire du chocolat que de faire de la sauce. Il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de produire du chocolat et de vendre 10 fois plus cher ce que nous vendons 10 fois moins cher. Mais ce processus de production-là, c'est ça qui va donner du travail aux enfants qui sortent de l'école. Et qu'ils ne chôment plus, qu'ils ne traînent plus, et qu'ils soient au travail 24 heures sur 24. Vous qui créez la richesse de ce pays, vous qui créez de la nourriture pour ce pays, vous qui créez le cacao, le café qui fait que Abidjan est beau, vous n'avez même pas de route praticable en toute saison. Et on nous a endettés de près de 30 000 milliards. 30 000 milliards. Et on ne voit pas jusque-là, en contrepartie de ces 30 000 milliards-là, ce qui a été fait pour l'ensemble des Ivoiriens. Voilà le problème qui se pose. Hier, c'est vrai, en 2010, Laurent Gbagbo a gagné les élections. Mais comme le président Adama Daïko le disait, en Côte d'Ivoire, on peut gagner les élections et perdre les résultats. Gbagbo Laurent a gagné les élections en 2010, mais il a perdu les résultats. Pourquoi il a perdu les résultats? Parce qu'il voulait justement faire de telle sorte que la richesse de la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens. Il voulait que la richesse du cacao et du café appartienne aux producteurs de cacao et de café. Il voulait que l'économie de la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens. Et ça, là, eh bien, nos anciens colons n'ont pas voulu accepter. Et ils se sont appuyés sur nos adversaires pour renverser Laurent Gbagbo avec la complicité de tous les chefs d'État de la sous-région. Et donc Gbagbo était seul contre tout ce monde-là, depuis la France, Burkina, Mali, Niger, Sénégal. Tout cela était ligué contre une seule personne, Laurent Gbagbo. Et comme il était seul, on a attendu la Russie, on n'a pas vu la Russie. On a attendu l'Angola, on n'a pas vu l'Angola. On a attendu l'Afrique du Sud, on n'a pas vu l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, Gbagbo n'est plus seul. Parce que tous ceux qui sont ligués contre lui hier, aujourd'hui sont ligués contre ceux qui sont au pouvoir. Et les idées que Laurent Gbagbo a sémées en 2010, eh bien, ça a poussé dans toute la sous-région, du Sénégal, en passant par le Mali, le Niger, le Burkina. Tous ces pays-là, en allant même jusqu'au Tchad, jusqu'en Centrafrique, tous ces pays-là, y compris l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, tous ces pays-là ont compris le sens du combat de Laurent Gbagbo et ils ont pris
le chemin que Laurent Gbagbo a ouvert en 2010. Et donc, il n'est plus seul. C'est pour dire tout simplement que cette fois-ci, eh bien, on va non seulement gagner les élections, mais on va gagner les résultats.